Bien, donc si vous voulez bien, on va commencer la séance. Il est déjà 17h06, donc pour pas perdre trop de temps et laisser un peu de place à la présentation justement de notre invité, on va essayer de ne pas perdre justement trop de temps en introduction. Mais simplement, donc, quelques mots pour présenter l'ouvrage que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, il est d'ailleurs sur la table. Donc, ceux qui sont en ligne avec nous, vous voyez, il est là. Donc, je vous invite à le regarder. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'avoir entre les mains. Donc, aujourd'hui, je rappelle aussi que nous ouvrons la dernière séance, la dernière rencontre dans notre calendrier de cette année académique, donc, qui sera consacrée à l'ouvrage de Ronan Hervouet, La Révolution suspendue, les Bélarusses contre l'État autoritaire, publié il y a à peine 3 mois, si je me rappelle bien. Oui, voilà, à peu près, aux éditions, donc plein jour. Et je rappelle aussi qu'il y a 1 an et demi, Ronan Hervouet est déjà venu présenter ici la traduction anglaise, si je me rappelle bien, c'est ça, de ton ouvrage, de son ouvrage, donc Le goût des tyrans, une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, qui était le précédent grand livre, disons, qui abordait déjà cette question de l'autorité, de l'État, etc., mais qui allait plutôt dans le sens de l'inertie face face au basculement. Mais donc, je pense que certains d'entre vous en tout cas, connaissent déjà notre auteur, mais pour ceux qui justement le rencontreraient pour la première fois, je rappellerai qu'il est professeur de sociologie à l'université de Bordeaux. Il est membre également du centre Émile Durkheim, qu'il a co-dirigé, je crois, pendant plusieurs années. Au cours des 2 dernières années, il a aussi été délégué par le CNRS au CEFRES de Prague, donc le MIFRE de Prague, où il a co-dirigé le projet Biel-Exil, consacré aux circulations des exilés bélarusses en Europe centrale, et où il a écrit le livre que nous allons discuter aujourd'hui, précisément. Alors, de fait, Ronan Hervouet possède une connaissance fine du Bélarus, ce qui, rappelons-le, reste une chose assez rare parmi les chercheurs français, y compris d'ailleurs parmi les spécialistes de l'espace post-soviétique, puisqu'ils travaillent davantage, un peu plus sur l'Ukraine d'ailleurs, un peu sur les Pays-Bas, sur la Russie, mais finalement le Bélarus, ça reste un peu le parent pauvre, disons, de la recherche française. Et, euh, et justement, donc, il a été enseignant à l'Université européenne des sciences humaines de Minsk entre 1999 et 2001. Puis il est revenu en 2009 pour co-diriger le Centre franco-bélarusse de sciences politiques et d'études européennes, qui a été depuis reconstitué, disons, à Vilnius, après les événements de 2020, qui a été fermé puis reconstitué dans un cadre institutionnel différent. Alors, cette intimité que l'auteur a avec le terrain constitue, je crois, le cadre même de votre livre, qui est un travail, je dirais, à la croisée des genres, dans le bon sens du terme, évidemment, et je dirais peut-être au service du lecteur non spécialiste qui pourrait être rebuté par un appareil critique d'un ouvrage académique classique. Donc là, on est un peu dans un cadre un peu différent. Mais bien entendu, je ne vais pas empiéter sur la présentation qui va suivre, mais en guise de quelques mots d'introduction, je voudrais tout de même insister sur quelques points importants qui font, je pense, l'originalité de l'ouvrage. Alors, contrairement aux apparences, il ne s'agit pas précisément d'un simple travail de vulgarisation d'une recherche de spécialistes au prisme de l'actualité. En effet, derrière la liberté de style qui vous permet que vous permet le format choisi se cache en réalité une démarche, je pense, et une méthode parfaitement raisonnée qui trahissent d'ailleurs votre pratique de chercheur aguerri. On voit très bien que ce n'est pas simplement un journaliste qui a écrit le livre, et qui sont particulièrement attentives au contexte de vos analyses, à l'ancrage social des individus que vous avez rencontrés et à la chronologie qui structure votre récit. Alors, dans le même temps, la perspective que vous adoptez est celle d'un témoignage de l'intérieur, pourrait-on dire, constitué par des récits individuels qui, d'une certaine manière, je dirais, vous rapprochent du regard offert par les ouvrages de Svetlana Alexievitch aussi, sans céder toutefois à la tentation de réécriture qu'on lui a parfois reprochée. Donc là, en quelque sorte, je félicite justement votre approche qui reste proche de la source, précisément. Et cette proximité avec vos témoins apporte évidemment une implication plus personnelle aussi de votre part, si bien qu'au fil des pages, vous devenez
vous-même une sorte de témoin indirect de ce drame bélarusse que vous exposez aux lecteurs français. Donc, en somme, vous nous offrez ainsi, je pense, un texte qui se déploie au moins sur 3 niveaux. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Celui d'un ensemble de sources orales qui reviennent sur les événements de l'été 2020 et leurs conséquences. Celui d'une analyse qui cherche à saisir les processus en œuvre dans les événements qui ont marqué un véritable basculement dans l'histoire du Bélarus contemporain. Et enfin, en prenant appui sur cette grille de lecture, vous présentez en filigrane, je pense, une forme d'essai sur les évolutions de la société bélarusse contemporaine, prise en étau entre les aspirations de réforme et une inertie soviétique sur fond d'autoritarisme qui constitue une sorte d'enclave dans une Europe orientale en plein changement aujourd'hui d'autant plus évidemment avec la guerre russo-ukrainienne. Donc je vous remercie encore une fois de nous présenter votre travail et je vous laisse la parole pour nous parler plus en détail du projet qui a conduit à ce livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction très, très riche. Et déjà, vous avez dit beaucoup de choses un peu structurantes sur lesquelles je vais revenir dans mon exposé. C'est toujours délicat de parler d'un livre sur le Bélarus avec des publics que j'ai du mal à saisir, puisque si je m'adresse à un public français, je suppose qu'il connaît très peu de choses. Un public de Bélarus, évidemment, ils sont directement impliqués, parfois ont pu être acteurs donc, je vais vous expliquer ma démarche de chercheur, comment, comme chercheur pris face à l'actualité, je me suis lancé dans cette enquête et dans ce format de livre. Hein, et Laurent l'a dit en introduction, c'est un format particulier pour un universitaire. Ce n'est pas un livre strictement académique, c'est un livre qui, je pense, repose sur une méthode sociologique traditionnelle, mais qui est écrit pour un public plus large que simplement celui du monde académique. Et j'expliquerai pourquoi je l'ai fait de cette manière-là et quelle a été également ma relation, ma discussion avec l'éditeur Plein Jour qui a accueilli avec beaucoup de générosité ce projet. Alors là, comme Laurent Tatarenko l'a dit dans l'introduction, cet ouvrage, La Révolution suspendue, c'est mon troisième ouvrage sur le Bélarus. Pendant 20 ans, je me suis intéressé à la question du quotidien en régime autoritaire. Comment, dans un régime autoritaire, on organise sa vie quotidienne, son existence à la fois matérielle, professionnelle, familiale. Comment on tient, quelles sont les attentes par rapport aux politiques, quelles sont les formes de distanciation ou d'appropriation du politique ou d'évitement du politique. Donc des questions assez classique de sociologie politique, assez classique, mais où la littérature pêche un petit peu à une synthèse globale, puisque selon les situations, selon les cas qu'on aborde, à la fois les cas géographiques et puis les périodes historiques, on se retrouve face à des modalités de rapport aux politiques variables, ambivalentes, etc. En tout cas, c'était l'objet de mes recherches. Une première recherche portait sur le quotidien des citadins au Bélarus à travers l'angle, le point d'ancrage des dachas et des jardins potagers des citadins. Donc dans le prolongement de l'époque soviétique. C'était l'objet de ma thèse de doctorat et qui a donné lieu à un livre, Dacha Blues, en 2009. Après cette enquête de 2006 à 2013, j'ai fait pas mal de terrain au Bélarus, cette fois-ci dans les villages, pour essayer de comprendre le quotidien des villageois. Donc là, l'enquête était assez, je l'ai présentée au Centre d'utilisation française, c'était une enquête, l'accès au terrain n'était pas si facile pour réussir à avoir les entretiens, parler avec les personnes, qu'elles me fassent confiance, et puis réussir à parler du politique sans jamais parler de politique, puisqu'évidemment, dans ce cas-là, la discussion aurait été interrompue et j'aurais pu mettre très mal à l'aise mes interlocuteurs. Donc j'essayais, dans ce travail, de comprendre des formes de justice, comment se représentaient les formes de justice sociale, et derrière, éventuellement, des attentes envers le politique, ce qu'on pourrait appeler dans une tradition historiographique traditionnelle l'économie morale du monde des villageois. Et dans ces
dans Datchabou, je montrais des formes d'ambivalence par rapport aux politiques, à la fois des formes de retrait, donc d'indifférence, et puis en même temps des formes de subjectivation, des formes de dignité qui apparaissaient et qui pouvaient se retourner contre un État autoritaire. C'est un peu un horizon qui existait déjà, qui était assez peu développé. Dans Les Goûts des tyrans, j'essaie d'aller plus loin et pour montrer, pour réfléchir à ces formes de soutien présumé ou réel pour le régime de Loukachenko dans les campagnes, en essayant de réfléchir par rapport à des situations locales, des histoires de vie, des configurations, et en refusant une approche culturaliste un peu trop paresseuse qui considérerait le monde des campagnes comme des mondes figés où on ne se révolterait pas. Euh, j'ai essayé de montrer que c'est un peu plus compliqué. Et en même temps, je montrais en quoi les personnes qui pouvaient proclamer leur soutien au régime le faisaient pour des raisons qui étaient peut-être différentes de celles que le régime déterminait, proclamait sur le monde des campagnes. Mais je m'étais intéressé au fond sur des formes de stabilité, des formes d'ordre social, ordre politique et ordre social dans les campagnes. Cet ouvrage, j'ai mis beaucoup de temps à faire l'enquête, j'ai mis ensuite beaucoup de temps à écrire l'ouvrage, parce que, comme Laurent Tatarenko le disait en introduction, il y a très peu de travaux sur le Bélarus, donc on navigue toujours un petit peu à vue comme chercheur quand on travaille sur le Bélarus. Moi, je peux lire le russe, je peux lire le français, l'anglais, un petit peu l'allemand, mais je sais qu'il y a des travaux en polonais, mais qui ne sont pas traduits dans d'autres langues, etc. Donc, à chaque fois qu'on affirme quelque chose, on essaie de bien creuser, de croiser, et comme il y a très peu de travaux, il y a beaucoup de prudence à avoir. Bref, ça m'a mis beaucoup de temps, et l'ouvrage, je trouve un éditeur, donc c'est l'objet de mon habilitation à Dieu des recherches en 2018. Je trouve euh, un éditeur au bord de l'eau en novembre 2019. Il me dit OK, c'est d'accord, on prend le manuscrit, il sera publié en août 2020, autour du 15 août. Je ne réagis pas, je ne pense pas aux élections, et puis très honnêtement, même si j'avais pensé aux élections, je n'aurais pas pu imaginer que ça aurait changé grand-chose à l'avenir du livre. Or, donc, l'ouvrage sort autour du 20 août 2020, 11 jours après le 9 août, 9 août 2020, où il y a les élections présidentielles au Bélarus, qui sont suivies d'une mobilisation sociale inédite. Évidemment, cette élection, cette protestation à partir du 9 août est précédée de plusieurs semaines, voire plusieurs mois déjà, de contestation, d'une campagne électorale extrêmement particulière, avec l'emprisonnement de deux candidats, Tikhanovsky et Babariko, l'empêchement à candidater du troisième candidat de Tsepkalo, et puis la candidature qui émerge de Svetlana Tikhanovskaya, qui est vue par le président Loukachenko comme sans danger, au fond, puisqu'elle est une femme, elle est inexpérimentée, et qu'il a avec lui les services de sécurité du pays. Mais Svetlana Tikhanovskaya fait une campagne absolument qui était inattendue, à la fois pour le régime et probablement pour un certain nombre d'experts du pays, puisqu'elle rassemble à la fois à Minsk mais aussi dans des villes de province, lors de ses discours, des milliers de personnes qui viennent écouter et qui la soutiennent. Je pourrais revenir ensuite sur cette genèse des élections. Bref, le 9 août 2020, il y a une forte mobilisation dans les rues, une répression dès le 9 août, 10 août, 11 août, etc., qui est suivie pendant des mois par une forte répression. Et cette répression, c'est important de montrer, là j'ai le chiffre de mars, mais en mai, on est passé à au-delà de 1500 prisonniers politiques au Bélarus. Je ne sais pas si on est redescendu, je consulte régulièrement Viasna. Donc la répression jusqu'à aujourd'hui continue. Répression à la fois, au fond, comme des effets sismiques. On est encore sur les effets sismiques en termes de répression de ce qui s'est passé en 2020. Donc là, ce sont des éléments que je rappelle, probablement un auditoire qui connaît déjà les choses, donc c'est important de les rappeler tout de même. Svetlana Tikhanovskaya est contrainte par le régime à l'exil. Elle arrive à Vilnius, elle apparaît à Vilnius après avoir disparu de Minsk pendant plusieurs heures le lundi 10 août. Le 11 août, elle apparaît à Vilnius où elle a été poussée à l'exil par les autorités.
Aujourd'hui, entre 200 000, 300 000, un document de la commission, du Conseil de l'Europe sur les exilés Bélarusses parle de 500 000 Bélarusses qui seront en exil. Hier, j'avais une discussion avec un Bélarusse qui, lui, pense que ça pourrait même être au-delà, puisqu'il y a différents statuts entre les gens qui partent comme réfugiés politiques, ceux qui ont un visa humanitaire, ceux qui partent pour raisons économiques, mais qui ont un visa de type économique, mais qui partent au fond pour des raisons politiques, une manière de fuir qui est liée à leurs activités économiques. Bref, il y a un nombre de Bélarusses qui vit en dehors du pays depuis 2020, qui a quitté le pays, qui est très important. Sur une population, hein, il faut le rappeler, là, on serait passé en dessous des 9 millions d'habitants récemment. Il y a quelques semaines un document, un document officiel bélarusse qui indiquait que la population baissait. Les destinations importantes sont la Pologne, vous savez, évidemment au centre de civilisation française, et la Lituanie. Ce sont vraiment les deux destinations très importantes de fuite, pour différentes raisons. On pourra y revenir. Il y a une question géographique, mais aussi toute une histoire entre ces pays et l'opposition bélarusse. Il y avait également l'Ukraine, hein, jusqu'en février 2022. L'Ukraine où parfois on fuyait pour ensuite rejoindre la Pologne et la Lituanie, ou l'Ukraine où on restait. Mais après 2022, certains, on reviendra dans mon exposé de mon ouvrage, mais certains sont repartis dans un des témoignages la Lituanie, pour un autre témoignage en Géorgie. Mais évidemment, il y a d'autres pays, la République tchèque, qui a mis en place un certain nombre de programmes universitaires, également des programmes de soutien aux médecins victimes du régime, aux blessés pris en charge médicalement en République tchèque, en Allemagne, aussi en France, etc. Et puis la Géorgie qui était une destination assez simple d'accès en termes de visa, et qui est devenue aussi une destination d'exil. Alors, elle est en anglais, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de la traduire, c'est un montage de différents documents. Je me retrouvais comme chercheur qui a longtemps travaillé au Bélarus, sur le Bélarus, au Bélarus, avec des Bélarusses. Je me retrouvais face à ce phénomène à la fois d'enthousiasme pendant quelques semaines en août 2020, et puis une répression extrêmement brutale, qui évidemment me touchait comme citoyen européen, hein, dans un pays européen, voir une population qui lutte pour sa dignité, pour ses libertés réprimées, et puis qui touchait aussi à des personnes que j'avais connues, avec qui j'avais pu travailler, comme des chercheurs comme Kassiourova ou Tatiana Kouzina, qui travaillait à l'Université européenne, à la fac franco-biélorusse de sciences politiques et études européennes jusqu'en 2004, donc était un des pivots très importants du fonctionnement de cette faculté, donc un pivot très important de la coopération universitaire entre la France et le Bélarus, qui a été arrêté en juin 2021 et qui a été condamné à 12 ans de prison. Donc j'étais en France en 2020, face à ce mouvement, et puis dans les semaines qui ont suivi à cette répression démesurée, un sentiment d'impuissance. Pas possible d'être dans le pays pour enquêter, du fait de la répression. Alors, peut-être que j'aurais pu entrer dans le pays, mais comment enquêter dans un moment de répression intense, sachant que je suis très facilement identifiable, visible, je parle un russe avec un très bancal, avec un accent français, donc je ne me fonds pas dans la population. On voit très bien que je suis français. En plus, en ayant auparavant travaillé à l'ambassade, dans différents régimes universitaires, etc., il me semblait qu'aller travailler dans le pays risquait de mettre en danger des personnes que j'aurais pu rencontrer, sachant que j'avais mes propres réseaux. Donc, ça m'a semblé d'emblée impossible. Impossible pour ces raisons. J'étais donc depuis 2005, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, depuis 2020, professeur des universités. Et dans la carrière universitaire en France, il est possible de demander, évidemment, il faut monter un dossier de recherche, mais de demander ce qu'on appelle une délégation auprès du CNRS. Quand je suis à l'Université de Bordeaux, je suis enseignant-chercheur et je dépends de l'université. Donc j'ai un travail qui consiste à
faire de la recherche, mais aussi à avoir des tâches administratives et à donner des cours. Donc le temps de recherche, finalement, est assez réduit. Il existe, mais il peut être un peu réduit. Et face à l'ampleur de ce qui se passait et au fait qu'il me fallait de nouveaux réseaux, des nouveaux contacts, aller dans des villes différentes, j'ai candidaté au CEFRES, au Centre français de recherche en sciences sociales, qui est à Prague. Donc j'ai demandé une délégation CNRS, ça monte en section 19, en section 40 d'ailleurs, en section 40, la section sciences politiques au CNRS, qui a sectionné mon dossier, et puis j'étais affecté au CEFRES. Au CEFRES, pendant 2 ans, j'ai pu ne pas avoir de cours et pas avoir de tâches administratives, donc je pouvais à nouveau investir le terrain. Faire une enquête, ça prend beaucoup de temps. Je vais essayer un peu de vous montrer. Ça prend du temps à la fois dans les réseaux, puis ça prend du temps puisque, vu de l'extérieur, quand on travaille sur le Bélarus, en tout cas c'est le regard des médias et le regard également d'une partie de la communauté académique, c'est comme si, en travaillant sur le Bélarus, on connaissait tout au Bélarus. Le monde des campagnes, le monde des villes, l'histoire du Bélarus depuis l'époque médiévale, les questions linguistiques, les questions économiques, les questions géopolitiques. Or, c'est pas vrai. Je travaille sur certaines questions relevant de la sociologie politique avec un terrain en Biélorussie. Évidemment, là, je déplaçais mes objets de recherche, je travaillais sur le quotidien du régime autoritaire, et brusquement, je m'intéressais à la question des processus révolutionnaires, des dynamiques révolutionnaires et de l'exil. Donc avec une littérature académique derrière complètement nouvelle, que je ne connaissais pas, ou un petit peu de loin, quelques notions bien sûr, mais donc il fallait également que je réinvestisse cette littérature pour poser des questions qui soient qui aient une certaine pertinence. Évidemment, si une littérature existe, c'est qu'auparavant, et c'est en ça que la recherche aussi est collective et cumulative, c'est que des collègues ont pu établir un certain nombre de questions qui font sens, et donc c'est à moi de me réapproprier ces questions pour voir comment je pouvais les reformuler sur le terrain bélarus. Il fallait également reconstituer un réseau. Alors évidemment, là-dessus je vais revenir, mais j'avais différents contacts qui m'ont permis de relancer un réseau. Et donc, je suis arrivé à Prague en septembre 2021, et de novembre 2021 à juin 2022, j'ai organisé une trentaine d'entretiens. À Prague, à Pilsen, une petite ville à 1 heure de Prague en train, à Poznan, à Varsovie et à Vilnius. Et au terme de cette enquête, donc en juin 2022, j'ai terminé mon enquête de terrain, et puis entre septembre 2022 et janvier 2023, j'ai rédigé en un espace de temps très court cet ouvrage qui a été publié en avril. C'est un enjeu pour moi de publier très vite l'ouvrage. C'est un enjeu puisque j'avais le sentiment que, et évidemment ça s'est radicalisé avec le déclenchement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Il y avait déjà en 2021 des formes d'invisibilisation de la question bélarusse dans l'espace public. En tout cas, je parle de la France. En 2020, il y a eu une véritable couverture médiatique de qualité en France. Je parle de la presse nationale, Le Monde, Le Figaro. Alors, Le Figaro un peu moins, étonnamment. En tout cas, Le Monde, Libération, La Croix. Il y avait des enquêtes qui étaient nourries, régulières. Et puis en 2021, évidemment, ça commençait à être, il y avait moins d'événements dramatiques, mais quand même il y en avait, notamment avec l'épisode d'instrumentalisation des migrants par le régime bélarusse pour déstabiliser les frontières polonaises et lituaniennes. Et puis en 2022, évidemment, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, la question disparaissait en partie. Donc il me semblait important à la fois de maintenir cette question de Bélarus dans les représentations de ce qui se passe, des bouleversements qui se passent entre la Russie, l'Ukraine et le Bélarus. Et en même temps, il me semblait très important, très rapidement, de rassembler des entretiens, des matériaux empiriques précis pour produire un premier récit documenté, mais qui puisse être un point de départ pour ouvrir la discussion avec d'autres chercheurs sur comment enquêter sur 2020, sur cette révolution,
puisque j'avais aussi le sentiment qu'on risquait, sans mettre au jour un premier récit, de se répéter les uns les autres, l'un travaillant en Suède, l'autre au Canada, le troisième en République tchèque, et finalement de pas de mon projet visait à enclencher une forme de discussion sur des formes possibles de division du travail scientifique et comment travailler collectivement sur le Bélarus. Alors, comment j'ai mené mon enquête, hein, évidemment, je ne suis pas arrivé comme ça sur le terrain sans rien connaître. J'avais déjà depuis 2020 une revue de presse assez robuste, assez épaisse sur les événements au Bélarus, donc plusieurs centaines d'articles, 600, 700 pages d'articles entre Le Monde, Libération, La Croix, le Courrier d'Europe centrale, donc la presse francophone, également des compléments avec des médias indépendants en russe. Je ne lis pas le Bélarus, je peux éventuellement, c'est une information, réussir à m'en sortir, mais je lis pas le Bélarus. Mais donc d'autres sources importantes, Deutsche Welle Belarus, Nacha Niva ou quelques chaînes Telegram. Donc j'avais une chronologie extrêmement précise en tête. En abordant mon terrain, quand j'ai commencé mes entretiens, j'avais une chronologie vraiment précise. Je pouvais à peu près dater, à peu près pour juin, juillet, ce qui s'était passé pendant la campagne électorale, et puis à partir 9 août, ce qui s'était passé le 10 août, le 11 août, etc. Donc cette connaissance préalable de la chronologie des événements ne permettait pas, en les entretiens ensuite, de véritablement réussir à poser des questions pour demander, mais vous étiez où ce jour-là? Comment vous avez réagi à l'arrestation de telle personne, tel jour? Vous étiez où? Vous étiez chez vous? Vous étiez avec des amis? Vous étiez à la datcha? Vous étiez, etc. Et puis, évidemment, une littérature académique quelques articles académiques qui ont été publiés un peu dans l'urgence pour essayer de commenter, voir comment les chercheurs pouvaient appréhender tous ces événements. Mais il n'y avait pas une masse considérable, hein, c'était une trentaine, quarantaine d'articles, donc ça, c'est des choses qui sont... voilà. Ces articles académiques permettaient quand même d'avoir des pistes, de bien comprendre la question des femmes, par exemple, la question des symboles, la question de l'horizontalité du mouvement, avec une faible verticalité, donc un caractère autocéphale. Voilà, différents éléments qui étaient pointés par des chercheurs et que je gardais à l'esprit pour être réactif dans la manière de mener les entretiens. Alors, cette dimension de l'enquête, une fois que j'avais ce matériel en tête, je suis arrivé à Prague et il fallait constituer un réseau d'enquêtés. Évidemment, on est face à des questions à la fois intimes, politiques et qui peuvent mettre en danger les personnes. Donc, la question des enquêtés, la constitution du réseau enquêté, je l'ai faite par interconnaissance. Je n'ai pas mis d'annonce sur Facebook, etc. Je suis allé par interconnaissance. Des personnes que je connaissais, puisque j'ai 2 expériences professionnelles à Minsk, mais qui sont aussi des expériences de vie personnelles, hein, puisque j'ai vécu entre 1999 et 2001 comme jeune coopérant, et puis entre 2009 et 2012, où j'étais avec mon épouse, mes enfants, donc j'avais une vie sociale là-bas. Et donc, je demandais à certaines personnes que je connaissais, qui j'avais expliqué mon projet, de dire, voilà, vous me connaissez, vous savez, vous pouvez me faire confiance parce qu'on se connaît depuis longtemps. Est-ce que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont parties et qui seraient prêtes à parler, qui souhaiteraient parler? Et donc, c'est comme ça que j'ai eu un réseau, j'expliquais ma démarche, et puis quand je rencontrais les gens, on faisait un entretien. Parfois, les gens, j'y reviendrai, éprouvaient parfois une forme à la fois de tristesse et de soulagement d'avoir mis ce récit en forme. Et il arrivait à la fin de l'entretien, je demandais, peut-être que vous connaissez une personne qui souhaiterait ou qui serait d'accord pour témoigner également. Et puis, un jour, 2 jours après, j'avais le nom d'une personne qui disait, j'ai parlé de vous, de la manière dont se passait l'entretien, elle serait intéressée pour parler avec vous. Et c'est comme ça que j'ai constitué. Alors évidemment, statisticien me reprocherait la manière de constituer cet échantillon, mais que je reconnais tout à fait, ce n'est pas un échantillon représentatif. J'ai essayé d'avoir des points de vue variés
J'ai une trentaine de personnes, donc on ne peut pas représenter à la fois des hommes, des femmes, des jeunes, des plus anciens, des personnes diplômées, des personnes moins diplômées, des gens de la capitale, des gens qui sont de petites villes. On ne peut pas. On entretient une représentativité. Je peux avoir des points de vue différents. J'essaie d'avoir des points de vue différents en ayant des hommes et des femmes, plus ou moins jeunes, des personnes qui sont parties seules, en laissant leur famille, des personnes qui sont parties seules, mais qui ne sont ni mariées, des étudiants par exemple, qui ne sont ni mariés, qui n'ont pas d'enfants, des personnes qui ont réussi à partir en famille, certains qui ont eu des menaces directes, qui ont été en prison, qui risquaient d'être emprisonnés, d'autres qui avaient peur, entendaient dire, qui pensaient que ça allait leur tomber dessus, puisque autour d'eux, des personnes avec qui ils avaient été en contact pendant le mouvement étaient arrêtées. Les groupes sociaux sont assez variés, mais pas. Voilà, il y a quand même le monde ouvrier que j'ai eu beaucoup de mal à. J'ai une personne que j'ai réussi, deux personnes que j'ai réussi à interroger qui travaillaient dans un conglomérat industriel d'une ville de province, mais c'était un monde qui, dans l'urgence, là, était un peu plus difficile d'accès. Donc, je rencontrais des étudiants, universitaires, journalistes, artistes, militants, employés donc, de conglomérats industriels, donc plutôt cadres moyens, pas des ouvriers, des cadres moyens, policiers dissidents qui se sont retournés contre le régime, qui ont dû fuir, des employés de l'industrie numérique, médecins également, des pasteurs protestants, des entrepreneurs indépendants et puis des membres d'ONG. Voilà. Ces entretiens se faisaient la plupart du temps face à face, donc je me suis déplacé à Vilnius, Varsovie, Prague, Pilsen, Poznan. Très important, dans la mesure du possible, je faisais tout pour avoir des entretiens en face à face, puisque l'interaction se fait différemment, et parfois la contrainte faisait que j'ai fait un entretien à Ivano-Frankivsk en distanciel. C'était en mars 2022, après l'éclenchement de la guerre en Ukraine. Je ne pouvais pas aller me déplacer, je ne pouvais pas avoir d'ordre de mission. Et puis la guerre était encore sur une grande partie du territoire de l'Ukraine à l'époque. Voilà, il y a quelques entretiens où c'était à Varsovie, je venais de rentrer à Prague, je ne pouvais pas retourner à Varsovie, etc. Donc il y a eu quelques entretiens en distanciel. La plupart, tous les entretiens étaient individuels, sauf un entretien avec un couple. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ces témoignages? C'était extrêmement nouveau pour moi, puisque par rapport à mes enquêtes précédentes, en tout cas mes 10 ans d'enquête sur le monde des campagnes, sur le monde des villages, où les personnes que je rencontrais n'avaient pas forcément beaucoup envie de parler d'elles, pas forcément qu'elles avaient peur, elles ne voyaient pas l'intérêt de parler de leur vie. Parfois, elles étaient un peu inquiètes de parler de ce qui se passait en village, les conflits avec le chef de kolkhoz, le directeur de kolkhoz, etc. Là, parmi les personnes que j'ai rencontrées, pour la très grande majorité, il y avait un grand désir de témoigner. Je pouvais enregistrer les entretiens, ce que je ne faisais plus dans toutes mes enquêtes. 10 dernières années au Bélarus, je n'enregistrais plus rien, je prenais quelques notes, j'expliquais, je ne me dissimulais pas, je disais que j'écrivais un livre sur le monde des campagnes, sur le monde des villages. Et là, j'avais voilà, une possibilité d'enregistrer tous les entretiens, sauf un en français, puisque c'est une personne francophone je connais depuis très longtemps. Sinon, tous les entretiens étaient en russe. J'expliquais que je ne parlais pas le bélarus. Je proposais que ce soit en russe, soit éventuellement en anglais, en préférant le russe pour que. C'était très important en fait dans le déroulement d'entretien pour que les personnes aient les mots qui soient les plus justes possibles, ceux qui leur viennent à l'esprit, qui soient les plus fidèles à leur pensée. Donc, ce sont les entretiens qui sont en russe. J'avais, je pense, ça sera analysé, je ne sais pas exactement comment, mais il y avait à la fois, je me présentais à la fois comme, évidemment, français, ayant vu tous ces événements de loin, et en même temps comme personne qui a vécu au Bélarus, qui a passé 5 ans. J'ai passé 5 ans de ma vie, donc je connaissais les endroits, les lieux dont il me parlait, où il y avait eu des rassemblements, où il y avait eu des combats extrêmement violents, etc. Donc il y avait aussi dans les entretiens cette connaissance de longue durée de la ville, du quotidien de la ville, que je pouvais mobiliser, et ça permettait aussi probablement une délivrance de paroles, une forme de confiance. Et puis, il n'y avait pas un effet de miroir. Je suis pas lié ni maritalement, ni dans mes origines. Je n'ai aucun lien avec le Bélarus. Donc, il y a peut-être cette forme de distanciation. J'ai une collègue avec qui je travaille qui est d'origine bélarusse, qui fait d'entretien. Il faut qu'on discute un peu plus de ça, comment c'est des formes de positionnement, peut-être de discussion un peu différentes.
Les entretiens étaient assez longs. 1h15, c'est vraiment très rare. En général, c'est au moins 2 heures. Et ça pouvait aller jusqu'à 5 heures d'entretien. Bon, au bout de 3 heures, 3h30 d'entretien en russe, j'interrompais et je refixais un deuxième rendez-vous. Et donc, j'ai eu quelques entretiens qui, la somme de temps, le volume total de l'entretien dépassait les 5 heures. Alors, les rythmes des entretiens étaient variés. Certains, il y avait toujours une entrée avec des réponses un peu abruptes, un peu courtes, mais souvent, il y avait de longs monologues, de longues phases où je posais une question et je pouvais avoir des réponses très longues. Mais quand je dis très longues, c'est pas 1 ou 2 minutes, ça pouvait durer 10 minutes. Et, voilà. Et donc, tout mon travail dans l'entretien, c'était d'essayer de refixer des chronologies, des lieux, pour ensuite, dans l'écriture du livre, je reparlerai tout à l'heure de l'écriture, justement pouvoir situer des personnes. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir situer ce que faisaient différentes personnes, différents témoins, au même moment, et pour avoir des scènes où, finalement, de manière un peu cinématographique, je pouvais avoir des vues sur les événements variés et sur les évolutions. Certains étaient très visuels, hein, c'était assez sidérant. La personne, lorsqu'elle me parlait, j'ai quelques images en tête d'interlocuteurs ou d'interlocutrices qui avaient le sentiment qu'elles revoyaient ce qui se passait qu'elles revoyaient dans leur esprit ce qui s'était passé, et donc qui me décrivaient visuellement. Il y avait un policier à tel endroit, on était chargé par un groupe d'aumônes, etc. Parfois, c'était très douloureux, il y avait une charge émotionnelle forte, hein, des sanglots. Pareil, c'était extrêmement nouveau par rapport à mes enquêtes précédentes. Il y avait une charge émotionnelle qui était à vif, donc des sanglots, et parfois, notamment, je pense à un entretien avec une personne qui a subi des actes de torture en prison, des électrocutions. Des formes de circonvolution qui étaient très difficiles à suivre, et c'est vraiment une fois que j'avais les entretiens ensuite retranscrits que j'ai pu vraiment essayer de redessiner un peu les fils de l'entretien, parce qu'on parle en différentes directions, des formes d'évitement, de refoulement, etc. Dernière chose, c'était souvent une première mise en récit complète de cette expérience, à la fois de la participation au soulèvement et de la répression. Les personnes que je rencontrais étaient arrivées dans le pays d'accueil depuis quelques semaines ou quelques mois, et j'en ai parlé avec elles en général hors entretien une fois que c'est terminé, mais c'est la première fois qu'elles racontaient, du début jusqu'à leur arrivée dans le pays d'accueil, qu'elles racontaient leur histoire, qu'elles le mettaient en forme, qu'elles le mettaient en récit, qu'elles y trouvaient du sens, qu'elles y insufflaient leur témoignage, et ça a participé à cette charge émotionnelle. Donc, au niveau de la technique de l'entretien, il y a vraiment cette importance de resituer les faits. Parfois, il y avait assez rarement, mais quelques montants en généralité très rapides où la personne m'expliquait ce qui s'était passé au Bélarus. Je dis non, je sais à peu près ce qui s'est passé, j'ai lu la presse, j'ai lu beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que vous faisiez, comment vous le faisiez, etc. Donc, vraiment redescendre sur les faits, et également parler des émotions. De ce qu'on pouvait ressentir, et notamment ce qu'on pouvait ressentir, la manière dont on ressentait la peur, alors qu'on avait quitté le pays, qu'on en était loin, qu'on était en sécurité, mais comment cette peur, comment l'État pouvait continuer à vous affecter, à vous terroriser des semaines, voire des mois après votre départ, à travers des cauchemars, par exemple. Alors, mon objectif, hein, c'est tout à fait ce que Laurent Tatarenko disait au début, c'était véritablement de comprendre de l'intérieur ce que c'était de participer à cette répression, à cette contestation, et ensuite d'être victime de la répression. Je me suis refusé à avoir des hypothèses trop fortes. J'avais un certain nombre d'éléments, la question évidemment des processus, des dynamiques révolutionnaires, la question du genre, la question des symboles, la question de la politisation, la question de la citoyenneté. Bon, j'avais un certain nombre d'éléments, mais j'étais très prudent dans la manière de construire les entretiens et de les mener pour pas plaquer des hypothèses toutes faites. Et j'essaie d'être le plus à l'écoute possible de ces
ces témoignages. Ensuite, j'en ai parlé, mon but, évidemment, ce n'est pas de prétendre à la représentativité, mais c'est d'avoir des formes de significativité, c'est-à-dire de réussir à dégager parmi ces 30 entretiens un certain nombre de faits saillants, de regards qui puissent être, de cette manière, pour parler comme Max Weber, idéotypiques, hein, une forme de typicité de certains récits. Et on retrouve un certain nombre de topoi, de motifs récurrents dans différents récits qui font que, même avec 30 entretiens, je pense qu'on peut proposer un récit de 2020 qui fait sens. Je me retrouvais avec un matériau assez épais quand même, une cinquantaine d'heures d'entretien que j'ai fait retranscrire. J'ai délégué la retranscription, c'est un travail aussi qui est très important, et les compétences en russe en plus me rendent l'exercice pour moi extrêmement difficile. Et ensuite, voilà, ça vous fait des centaines de pages d'entretien à retravailler, donc en russe, à retravailler, à mettre en forme. Alors, j'ai à partir de là voulu écrire un livre en espérant qu'il soit un peu lu. Ce qui n'est pas toujours ce qu'on fait dans le monde académique. Parfois, Le Goût des tyrans, c'est un livre, je souhaitais qu'il soit lu, Le Goût des tyrans, et je souhaitais d'abord qu'il réponde à ma question de départ, la question du quotidien au régime autoritaire. Évidemment, avec un appareillage théorique, une bibliographie de 20 pages, etc., ce qui peut décourager des lecteurs qui ne sont pas du monde académique. Mais c'est tout à fait légitime aussi d'écrire de cette manière-là. Mais là, dans cette urgence de l'actualité, je souhaitais réussir aussi à ce que ces témoignages rendent visible la question de Bélarus dans l'espace public. Donc il fallait m'adresser à un public plus large, aux journalistes, en espérant que ça puisse les intéresser, aux journalistes, mais aussi à un public plus large. Donc, dans le monde académique, en général, on écrit des articles sur une question qu'on se pose, on se la pose pendant 4, 5, 10 ans, et puis quand on a plusieurs articles écrits autour d'un sujet, on peut le transformer en livre. Là, ma démarche a été inverse. J'ai pensé d'emblée cette enquête comme avec un livre comme objectif, et quelque part, j'avais déjà un peu en tête cette chronologie, cette démarche chronologique avec un étirement du temps différent selon les chapitres dès le début, ce qui ne m'empêche pas ensuite de transformer certains chapitres en articles académiques. Par exemple, le chapitre sur les symboles, sur le drapeau, c'est un chapitre que je reprends sous forme académique dans un article qui va paraître très bientôt dans l'ethnologie française. Donc, je pars d'abord d'un livre et ensuite je parle à mes collègues dans une revue académique, mais j'essaie de parler à un public un peu plus large. Donc, ce livre avait, voilà, ce projet de livre, son format est lié à une réflexion dans l'urgence sur le lien entre sciences sociales et débat public. Je trouvais que les journalistes faisaient un travail remarquable, très honnêtement. J'en ai rencontré plusieurs, etc. On a pu en discuter. Évidemment, sur 2 ans d'événements et de répression, les articles ont beau être de qualité, ça donne à chaque fois des séquences extrêmement courtes sur une actualité de 2 jours, etc. Or, je me rendais bien compte dans mes conversations quotidiennes, je fréquente à la fois dans mes relations académiques, mais même amicales, des gens qui connaissent très vaguement l'existence du Bélarus. Donc, quant à savoir ce qui s'était passé, éventuellement s'il y avait un épisode 3 jours avant, ils en avaient entendu parler, savoir ce qui s'était passé depuis 2 ans, tout ça était complètement inintelligible. Donc, il me semblait que les journalistes faisaient un travail remarquable, mais il n'y avait pas le temps eux-mêmes, dans l'urgence de tout ce qu'il y avait à traiter dans la région, de mettre en forme un peu ce qui s'était passé. Donc, je me suis dit que c'était aussi le travail du chercheur de prendre le temps de rassembler et d'écrire pour rendre visible ce matériau. Et les éditions Plein Jour, une rencontre à Prague, au Salon du Livre à Prague, il y avait une rencontre autour de l'édition en sciences sociales. Un éditeur proche de Plein Jour était là, on en discute, et Plein Jour, qui avait publié 2 ou 3 ans auparavant l'ouvrage d'Omer Bartov, Anatomie d'un génocide, sur la micro-histoire de Buxach en Gaïcie, en Ukraine.
Je cherchais voilà, des manuscrits un peu de ce type, à la fois documentés, dont on passe universitaire, mais sans appareillage théorique. Donc, voilà comme ça s'est fait. Je l'ai écrit en 4 mois, hein, septembre, décembre, janvier 2023. Donc, c'était un rythme d'écriture dense, une plongée dans mes matériaux, à la fois dans mes épaisses revues de presse, plus mes centaines de pages de matériaux, avec évidemment une question de traduction. Je suis resté très fidèle, mais évidemment, c'était en russe, il fallait qu'ensuite je retraduise. Parfois, il y a des éléments de répétition, je ne suis pas traducteur de russe. Donc, il y avait aussi un travail sur la langue, et puis il y avait une question de rythme à trouver. Donc, je l'ai composé de cette manière-là, et je pense que je vais présenter cette composition, et peut-être qu'on pourra en parler à partir de là. C'est à la fois, mais c'est une composition à la fois chronologique, mais chacun des chapitres renvoie à une temporalité propre. C'est-à-dire que l'espoir, c'est tout ce qui se passe entre janvier et le 9 août, janvier 2020 et août. Donc, ce premier chapitre cherche à réfléchir au fond à ce qui, dans l'année 2020, a pu jouer comme facteur d'explication, mais je le raconte de manière chronologique, hein. Ce qu'on me raconte dans les récits, c'est d'abord la question du Covid, l'absence de politique publique des autorités belarusses, la manière dont le régime s'est moqué des morts et a laissé des gens mourir, hein, sans aucune politique sanitaire, les mensonges d'État, ce qui ont engendré des formes d'auto-organisation citoyenne pour aider les équipes médicales avec un certain nombre d'équipements et pour se protéger soi-même et sa famille et ses proches en évitant certains lieux publics, etc. Donc des formes d'auto-organisation. Et puis la campagne électorale, absolument exceptionnelle, inattendue de Tiranovskaya. Donc là, on est sur une période de 6 mois. Le chapitre 2, c'est le 9 août. Qu'est-ce que vous faisiez le 9 août? Le matin, il faisait beau, je me suis levé, j'ai mangé quelques draniki chez ma babouchka, qui elle-même allait voter Loukachenko, mais je voulais absolument ne pas me disputer avec elle, donc on ne parlait pas politique. J'ai retrouvé ma mère avec qui je suis allé voter au bureau de vote, qui était Bref, je demandais aux personnes de me raconter le déroulement entier de cette journée. Donc le chapitre 2, c'est la séquence du 9 août. Le chapitre 3 à Terreur, c'est la séquence du lundi 10-11 août, enfin, le dimanche soir, 9 août, lundi 10 et mardi 11, où là, la terreur d'État était terrible. Arrestation en masse, actes de torture dans les prisons, absence d'Internet. Et là, évidemment, les témoignages sont extrêmement terribles, hein, quand une personne incarcérée, je raconte un cas d'une personne incarcérée qui ne comprend pas pourquoi elle se retrouve dans une cellule avec des migrants irréguliers de Chine, du Vietnam, et qui en fait a été arrêtée en journée parce qu'elle a contesté. Il y avait un trou un problème dans la procédure de vote dans la salle de vote. Elle a contesté, puis tout de suite les services de sécurité lui sont tombés dessus. C'est un ancien journaliste, il a été mis en prison. Bon, surtout dans cette geôle, dysfonctionnement éventuel, et surtout il a vu depuis cette geôle qui est à Okrestina, qui est devenue célèbre, terriblement célèbre pour les actes de barbarie qui ont été commis là-bas. Il a vu sur la cour dans laquelle toutes les personnes arrêtées sont emmenées et sont systématiquement tabassées. Et donc il entend des cris et des cris, des jours entiers, hein. Donc il raconte ça. Voilà. Ensuite, l'indignation, c'est ce qui se passe entre le mercredi 12 août, moment où l'Internet fonctionne à nouveau, donc les images de ces répressions circulent, ce mercredi 12 août et le dimanche 16 août, jour d'une mobilisation où les estimations vont de 150 à 300 000 personnes dans les rues de Minsk, une ville d'1 million d'habitants. Et à Minsk, quand j'y habitais, qui avait déjà 2000, même 1000 participants à la manifestation, c'était déjà une grande manifestation. Donc là, c'est démesuré à l'échelle du Bélarus, c'est absolument démesuré. Donc cette indignation, hein, c'est le rôle de ces images a été très important. Puis les femmes se sont mobilisées, les femmes en blanc, le mercredi 12 août, sont descendues dans la rue, ont fait des chaînes humaines. Les ouvriers ont commencé à débrayer en disant qu'on ne pouvait pas traiter les citoyens ordinaires de cette manière-là, que c'était des gens honnêtes qu'on avait battus dans la rue, de manière brutale, sans raison, barbare, etc. Et ensuite, voilà, donc là, on a vraiment, vous voyez,
des échelles temporelles qui sont variables, et à partir du chapitre 5, là, c'est plus des respirations de plusieurs mois. Comment ensuite s'organise la lutte sur plusieurs mois? Quels sont les symboles mobilisés dans la lutte, et avec une réflexion sur le drapeau? La stratégie ensuite de répression du régime, qui vise d'abord à contrôler les usines. C'était pas ma priorité, c'était que après le contrôle des usines, contrôler l'espace public, et puis ensuite l'asphyxie, empêcher tout rassemblement possible, traquer les moindres opposants, les moindres actes de résistance sur les réseaux sociaux, etc. Un chapitre consacré à l'épreuve de la prison, difficile à écrire. J'ai pris 3 personnages. Un jeune étudiant, extrêmement touchant, que j'ai rencontré à Prague à 18 ans, qui se retrouve 15 jours en prison pour avoir suspendu dans sa chambre d'étudiant le drapeau Betchébé, le blanc, rouge, blanc. Donc dénoncé, sur dénonciation, il est arrêté, 15 jours de prison, dans des conditions assez difficiles. Donc qu'est-ce que c'est pour un jeune? Quelque part, j'avais mes étudiants que j'allais retrouver à Bordeaux en tête pour leur expliquer ce que c'est d'être étudiant au Bélarus, et d'exprimer une forme de désaccord sans violence, hein. C'était simplement un drapeau dans sa chambre. Le deuxième personnage que j'ai retenu, c'est une femme d'une 40aine d'années qui s'est vraiment engagée, corps et âme, dans ce combat, et qui a été arrêtée, et qui a en fait stoppé son activité, puisqu'on a menacé sa fille, sa fille, sa jeune fille qui a moins de 10 ans, de la placer en services sociaux. Et là, elle a compris que les sacrifices qu'elle était prête à faire, elle avait déjà perdu son travail, etc., ça ne pouvait pas aller jusqu'à engager sa propre fille dans ce combat. Et donc là, elle décide à ce moment-là de fuir. La troisième personne, c'est une personne qui a été torturée en prison, qui en sort, et qui, au bout de 10 jours, voit des personnes qui surveillent son appartement. Il comprend que cette fois-ci, c'est pas 3 semaines qu'il est passé en prison, ça va pas être 3 semaines ou un mois. Il risque plusieurs années de prison, probablement pour des choses qu'ils avaient retrouvées entre-temps. Et donc là, il décide de fuir. Le chapitre 10, c'est un chapitre qui est apparu en cours d'écriture. Je l'avais en tête en partie quand j'écoutais les personnes, et puis vraiment, ça a apparu avec force au moment de l'écriture, parce que je pensais partir de la prison et ensuite l'exil. Mais pour raconter l'exil, il fallait que j'explique comment on sortait du pays. Et là, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel je voudrais approfondir, éventuellement écrire un article académique. Sortir du Bélarus en 2020-2021, c'était compliqué. Il y avait d'abord des mesures anti-Covid. Il y avait évidemment, en mai 2021, détournement de l'avion Athènes-Vinus pour arrêter Protasevich, le militant politique, a eu comme conséquence à nouveau des sanctions, et notamment l'absence de survol d'avions de l'Union européenne pour atteindre Minsk. Bref, donc là, dans ce chapitre, j'essaie d'expliquer comment on part à pied, parfois en traversant la forêt de manière clandestine pour atteindre un poste frontière lituanien, comment une vieille une babouchka dont la fille a été arrêtée, le gendre a été arrêté, prend ses 2 petits-enfants en se disant ils vont me les mettre aux services sociaux, et dans la nuit part à la frontière ukrainienne en septembre 2020, donc très au début du mouvement, pour les mettre en sécurité. Et elle arrive en Ukraine, et ensuite elle reviendra jamais au Bélarus. Elle a eu un statut de réfugié politique à Varsovie. Sa fille et son gendre sont encore en prison. Bref, il y a toutes ces trajectoires matérielles également pour un public français, et probablement il y a des questionnements à avoir. C'est la question de la circulation, sur la fois la difficulté parfois pour les pays d'accueil de recevoir, mais là aussi pour tous les obstacles posés par le pays pour empêcher de sortir. Et puis enfin, le dernier chapitre sur l'exil, qui est maintenant un des sujets sur lesquels j'ai travaillé avec un collectif sur une enquête qui a été menée sur les exilés bélarusses, et puis d'autres projets. Je vois que tout à l'heure, il y avait Agnieszka qui était Freel. Donc il y a différents projets sur l'exil bélarusse, mais aussi ukrainien, mais aussi russe, depuis 2022, sur lesquels collectivement on travaille. Voilà, hein, je ne sais pas si c'est ce projet individuel, hein, c'est accompagné de projets collectifs, on ne travaille pas seul. En tout cas, cette enquête, je l'ai faite seule, et derrière, il y a aussi des collectifs de chercheurs
on a essayé de mettre en place. Voilà un petit peu une présentation générale de la manière dont j'ai travaillé pour réaliser ce livre. Et pour finir, peut-être en guise de conclusion, j'y pense en vous parlant, parce que je modifie un petit peu ce que j'avais en tête de dire. Je voulais m'adresser à... Je voulais ça puisse être lu. Alors, je ne sais pas si ça a été lu, parce que j'ai eu assez peu de retours de lecteurs. Mais en tout cas, au niveau de la presse, il y a eu un vrai intérêt des journalistes, hein. Il y a eu Le Monde, moi-même et mon éditrice, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une réception comme celle-là, puisque Le Monde, Libération, Le Figaro euh, ont parlé du livre. Donc, c'est un des buts de l'ouvrage, c'est-à-dire que ça puisse apparaître comme un texte par lequel on puisse réfléchir sur également cette partie, évidemment, il y a l'Ukraine et la Russie, mais il y a le Bélarus dans toute cette configuration. Là-dessus, un des objectifs a probablement été atteint. L'autre objectif serait de toucher les personnes qui ne sont pas spécialistes du Bélarus dans le monde académique ou en dehors du monde académique. Et pour l'instant, pour être honnête, j'ai assez peu de retours. J'en ai quelques-uns positifs, mais très peu. Voilà, merci pour votre attention. J'espère avoir eu un langage suffisamment soutenu.